Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau forum. Les moins de 25 ans représentent environ 20% de la population africaine, mais cette tranche d'âge constitue pratiquement la moitié du lot qu'on appelle communément les sans-emploi. Les parcours d'enseignement et de formation technique et professionnelle ont sans doute un rôle primordial, hein, à jouer pour favoriser l'insertion professionnelle et lutter contre la précarité. Alors que les systèmes d'enseignement amorcent maintenant une transition en Afrique, sur quel pied danse le Togo, sur quelle pente s'oriente le Togo, qui célèbre d'ailleurs la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous évoquons le sujet avec Kokou Eke Odin. Monsieur Odin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat au Togo. Exactement, oui. Nous évoquons donc avec vous le sujet pour voir dans quelle mesure l'enseignement technique doit être le levier du développement. Et je vous rappelle, ce rappel important à nos téléspectateurs, vous pouvez participer au débat en cours avec des questions écrites via WhatsApp. Je vous rappelle le contact plus 228 96 46 10 31 plus 228 96 46 10 31. Pour vous, comment se porte l'enseignement technique dans votre pays, où que vous soyez? Les offres et méthodes de formation professionnelle sont-elles efficaces, efficientes? Et quid de l'adéquation formation-emploi? Réagissez donc dès maintenant au plus 228 96 46 10 31. Notre invité se fera le plaisir de vous répondre. Monsieur le ministre, je reviens à vous. Dans les pays en voie de développement, comme on le dit souvent, c'est le cas du Togo, l'enseignement technique ne doit-il pas être la priorité du système éducatif? Mais on remarque que ce n'est pas le cas, hein. Merci beaucoup. Dans les pays en voie de développement comme le Togo, l'enseignement technique est un grand pilier du développement socio-économique. Et si vous parcourez la feuille de route, vous comprendrez que effectivement l'enseignement technique est placé comme un levier de développement socio-économique. Reste maintenant à agir. L'autorité politique, les plus hautes autorités ont choisi l'enseignement technique comme l'un des plus grands piliers de développement du pays. Maintenant, il va falloir agir pour que ce pilier-là puisse répondre aux attentes de notre pays. Il est vrai que nous avons fait la formation technique et professionnelle était à très bon niveau. Ceux qui sortaient ne chômaient pas. Je fais partie de ceux-là. Donc dès que vous êtes à l'enseignement technique, vous sortez, d'autres ont directement leur bourse, ils vont à l'étranger, ils reviennent, on les récupérait. Maintenant que nous avons connu un peu plus de volume, il y a eu plus de sortants, les gens ont adhéré à cette politique de formation technique professionnelle, donc la capacité à monter. Nous avons moins d'entreprises. Et donc, les gens n'arrivaient plus à consommer, l'État même n'arrive plus à consommer. Et donc, mais nous créons moins d'entreprises, nous ne créons pas. Et c'est ça qui fait que certains de nos compatriotes qui sortent ne trouvent pas du travail. Parce que les gens ne croient pas en leur capacité d'être chef d'entreprise. Oui, ce n'est pas un parent pauvre en tant que tel, mais il y a aussi un problème du public cible, de la jeunesse même à qui l'enseignement technique est adressé. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que aller à l'enseignement technique, c'est ceux-là qui sont tarés ou bien qui n'ont pas suffisamment d'intelligence. Au début, c'était ça. C'est celui qui ne peut pas faire les hautes études, qui ne peut pas devenir docteur. Donc c'est lui qui va là-bas. Et les parents également, beaucoup ne veulent pas placer leur enfant dans les filières d'enseignement technique. Tout le monde veut que son enfant devienne docteur, devienne un agrégé, devienne un ingénieur. Bon, quelqu'un de l'enseignement technique devient effectivement ingénieur. Mais donc
ce que nous pensons de l'enseignement technique a fait que l'enseignement technique n'a pas eu beaucoup de noblesse dans les programmes. Oui, parce que nous, on n'avait pas compris en tant que peuple qu'à travers l'enseignement technique, on peut se frayer vraiment le bonheur. Parce que les premiers qui nous ont dévancés travaillaient dans les bureaux. Les premiers qui ont été des bacheliers ont eu leur bourse pour aller à l'étranger, ils sont revenus des docteurs, les agronomes sont revenus, ils sont dans les bureaux, les autres aussi sont dans les bureaux, les docteurs, dans la médecine, ainsi de suite. Donc les gens ont pris l'image là pour croire que si on va dans un atelier, si on va aller créer une entreprise, il n'y a pas là. Le Togolais n'a pas l'esprit de culture d'entrepreneuriat. Et c'est ça qui a fait que l'enseignement technique a un peu piétiné, traîné. Mais de nos jours, beaucoup de jeunes ont compris et leur compréhension de la chose a fait que l'effectif des sortants a monté. Mais il y a aussi un mauvais choix des filières, malgré que ceux qui s'orientent vers nous n'ont pas suffisamment d'éléments d'information sur l'enseignement technique, les opportunités qui peuvent être créées à la sortie, ce qui fait qu'ils choisissent des gens, s'attroupent dans une filière. Si vous prenez chez nous, par exemple, au Togo ici, vous verrez que parmi nos formés, nos sortants, les 2 tiers sont du tertiaire. Et à l'industriel, on n'a qu'un tiers. Ce qui fait que vous verrez évidemment que le tertiaire va connaître le chômage parce qu'ils n'auront pas suffisamment de place pour se caser, pendant que au niveau industriel, les gens sont en moins. Donc nous travaillons pour que cela puisse s'améliorer. Maintenant, ce que je veux aussi dire, dès que nous laissons les gens, ils font le BPC, ils font d'abord le CPD, ils vont jusqu'au BPC et des fois au bac, avant de s'apercevoir qu'ils ont mal choisi leur filière, ils auraient pu apprendre un métier, ils auraient pu aller à l'enseignement technique, à la fonction professionnelle. Donc pour vous, on devrait les orienter plus tôt. Ils ont des difficultés de revenir parce que quelqu'un qui a son bac, si tu lui dis de devenir couturier, c'est pas tout le monde qui le veut. Il voit qu'il a perdu son temps, il pense qu'il préfère continuer. Et donc c'est l'élément information et sensibilisation a manqué. Mais dans la vision, dans la politique de l'enseignement, est-ce que l'accent n'a pas été mis pendant trop longtemps sur l'enseignement général? Oui, ça nous le reconnaissons et c'est pourquoi je disais qu'au début de nos indépendances, l'orientation était ailleurs. Former des grands cadres, des politiciens, former des docteurs pour l'administration. Donc les choses étaient allées dans ce sens. Et après, je me souviens que c'est en 1984 qu'on a créé le ministère chargé de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Mais vous voyez que le ministère des enseignements primaires et secondaires est créé depuis longtemps. Donc c'est en 1984 qu'on a créé un ministère dédié à l'enseignement technique. Donc il y a eu un petit retard, le peuple était sensibilisé autrement, comprenait autrement les choses. Et donc dès que ça a été créé, au début, ça a donné un peu, on avait des financements. Et après, les partenaires qui accompagnaient ont aussi disparu un peu. On n'a plus suffisamment de financement. Je pense qu'actuellement, le gouvernement actuel que dirige son Excellence Madame Tomiga Djogwe, Premier ministre, a placé vraiment l'enseignement technique au devant de la scène. Et nous avons été instruits par le programme P9 qui dit augmentation des capacités d'accueil, donc augmenter les salles de classe, augmenter le nombre de centres de formation. Il y a des localités qui n'ont pas encore de centres de formation publics. Oui, mais justement, quelle est la situation de l'enseignement technique de la formation professionnelle? Quels sont les centres dont vous disposez, votre capacité d'accueil? Actuellement, pour cette année 2021-2022, nous avons sur le plan national environ 53 000 apprenants, y compris les industriels et les tertiaires, qui sont au niveau du privé et du public. Et cela représente environ 6,5% de la jeunesse du secondaire.
Et la feuille de route nous recommande de porter ce taux-là, d'augmenter l'accueil de la jeunesse à l'enseignement technique d'ici 2025 à au moins 10% contre les 6,5% Même que nous 10%, avons. ce serait dérisoire, puisqu'on l'a dit, cela devrait être le contraire. L'enseignement technique représente peut-être 60%. Oui, effectivement, c'est pourquoi on dit au moins. Donc, si nous allons à 30%, 50%, c'est ce que l'État veut. Maintenant, l'État dit au moins. Ça veut dire, nous qui sommes en charge de ce secteur, nous nous œuvrons pour voir si on ne peut pas aller à 25 ou à 20% ou à 15%. Ça dépendra maintenant euh, de l'adhésion de la jeunesse, parce que vous pouvez construire les salles si les gens ne venaient pas. Vous pouvez construire les salles si l'élève veut venir et que son parent dit non. Donc là, le minimum qui est fixé, c'est 10%. Donc l'État est conscient qu'il faut augmenter, qu'il faut amener la jeunesse. Maintenant, il faut sensibiliser cette jeunesse pour qu'elle vienne là, au lieu d'aller faire d'autres formations, avoir le bac, avoir le diplôme d'ingénieur ou de BTS et chômer. Alors que quand tu es technicien, si tu ne trouves pas à faire, toi-même, tu peux créer ton emploi. Oui, mais pourquoi, au fil des années, le développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est allé décrescendo? On a, dans le temps, des écoles célèbres comme l'école technique de Sokolé, même le lycée technique de Lomé. Mais au fil des années, vous allez dans les laboratoires, les rats ont remplacé les éprouvettes pour faire les expériences, les élèves n'ont plus d'équipement. Est-ce que le simple fait que vous n'ayez plus suffisamment de partenaires techniques et financiers explique ce phénomène? Non, ça seul ne l'explique pas, mais il vous en souvient que le Togo a traversé une crise. Cette crise de 90 jusqu'à 2008, la crise au moment où il y avait eu la conférence La crise la crise sociopolitique sociopolitique du Togo. avec Donc la le Togo suspension de la avait été coopération. coupé. La coopération a été coupée pendant 15 ans. Et donc pendant que la coopération est coupée, le Togo n'avait plus les moyens de donner les équipements. Parce que l'enseignement technique, c'est les équipements. Pas seulement les salles de classe et les tables bancs. Donc, lorsqu'il y a des gens qui doivent se soigner, lorsqu'il y a l'urgence, les gens doivent aller à l'école primaire, il y avait donc une priorité vers les besoins sociaux d'abord élémentaires, et ce qui a fait que nous avons régressé un peu, parce que les équipements qui existaient, on n'a pas pu bien les maintenir, on n'a pas pu aussi faire un grand projet pour les remplacer, mais depuis 2005, 2010 comme ça, il y a beaucoup d'autres établissements qui sont en train d'être équipés. Nous avons des projets comme PAFé. Même les IFAD, je vais revenir sur vos différentes offres, mais de façon globale, il faut comprendre que l'enseignement technique coûte un peu plus cher que l'enseignement général, c'est ça? Ce n'est pas un peu. Si vous voulez former un CFA, avec un C'est quoi un CFA? certificat de fin d'apprentissage en électricité, par exemple, par an, il vous faut au minimum 100 à 150 000 francs pour le former en un an. Et donc, en 3 ans, vous voyez, vous êtes vers 500 000. Si vous voulez aller à un CAP, un certificat d'apprentissage professionnel, il faut au moins 200 000 hein, pour l'État et plus. Je ne parle même pas des salaires, de l'équipement seulement. Si vous voulez aller à un bac ou un BT, c'est au-delà de 300, 400 000 par an pour former quelqu'un, si vous voulez bien évaluer. Alors qu'on nous demande maintenant la gratuité de l'enseignement. Et donc, l'État est obligé de faciliter l'entrée à l'enseignement technique, malgré que les équipements sont chers. Donc, cela, l'enseignement technique est suffisamment cher par rapport à l'enseignement primaire, secondaire, l'enseignement général. Mais l'État est conscient, c'est pourquoi il met les moyens. Actuellement, les moyens qui sont mis dans l'enseignement technique, les 90% proviennent de l'État. Oui, mais, pourquoi vous ne mettez pas les privés à contribution? Vous ne développez pas des politiques pour associer justement le secteur privé Non, à en la mise en place réalité, de l'enseignement technique? les privés qui sont dans le domaine de l'éducation sont beaucoup dans l'enseignement technique. Sur l'effectif que nous formons, les 2 tiers viennent des écoles privées. Donc là, nous les remercions pour ces efforts-là. Donc beaucoup de personnes, beaucoup de Togolais
ont compris que pour développer le pays, il faut l'accompagner dans la formation technique et professionnelle. Donc, les 2 tiers de nos apprenants aujourd'hui sont dans les écoles privées. Oui, mais l'école Maintenant, privée, on l'avait dit. il y a une charte Ouais. de partenariat public-privé entre l'enseignement technique et les opérateurs économiques. Cette charte stipule que nous devions être accompagnés dans tous les domaines pour réussir la formation par les partenaires publics et privés, par exemple le Conseil national du patronat, les opérateurs économiques, les industriels, tout cela. Mais cette relation n'a pas été suffisamment travaillée et renforcée. Ce partenariat existe, mais n'a pas été suffisamment travaillé et renforcé. Parce que vous ne pouvez pas former les gens dans vos salles de classe et en même temps, ils maîtrisent ce qui est dans une entreprise, à la brasserie ou à la Simao, à Simtogo. Ou même à la télé. Hein. Il n'a jamais, même à la télé. S'il n'est jamais venu ici, il ne sait même pas la couleur des micros. Et donc, pendant la formation, déjà en première année, il faudrait que l'élève soit en contact avec le monde du travail. Ça, nous l'avons raté parce que moi-même, je suis un produit de l'enseignement technique. J'ai eu la chance d'avoir un centre de formation technique et professionnelle. Donc, les établissements n'arrivaient pas à placer en stage auprès des entreprises les élèves qui sont en formation. Parfois, il faut attendre 1 an, des fois, il faut attendre jusqu'à la fin de la 3e année avant de trouver la place parce qu'on n'avait pas une bonne compréhension du placement en stage. Les gens pensent que pour placer un élève en stage, il faut que ce soit des grandes entreprises. Alors que, logiquement, les entreprises qui sont autour, si on prend un maçon, quelqu'un qui fait la maçonnerie ou le génie civil peut faire son stage chez le maçon qui est à côté, qui est dans sa préfecture ou dans son canton. Quelqu'un qui fait le secrétariat, il peut faire ce secrétariat-là dans nos établissements d'enseignement général où il y a les secrétaires. Il peut le faire aussi au niveau des préfectures, des mairies. Quelqu'un qui fait la gestion, la comptabilité, peut aller faire son stage chez la Nana Benz de Lomé ou bien d'une autre ville, la revendeuse, parce que l'autre ne sait pas tenir la comptabilité. Donc, lorsqu'on envoie notre apprenant qui fait la G2, elle peut l'aider à enregistrer les entrées-sorties, faire des rapports financiers hebdomadaires et mensuels, et l'aider à développer son entreprise. Et dans ça, la stagiaire, en faisant ça 2 années, je vous jure qu'elle deviendra une grande entrepreneur en commerce. Alors, où est-ce que vous logez l'apprentissage, surtout informel hein? Vous avez évoqué le cas des maçons, les couturiers, les tailleurs, les coiffeuses. Est-ce que vous avez un œil sur ce qui se fait dans le secteur informel? Oui, la chambre de métier. Ce secteur est encadré et promu ou organisé par les chambres régionales de métier ou les chambres de métier. L'État a institué une loi depuis 1998 qui crée les chambres. Les premières chambres de métier ont été installées depuis 2002. Donc, dans chaque région, dans chaque canton, les artisans sont organisés en corporation, donc en corps de métier des couturiers, corps de métier des boulangers, corps de métier des électriciens, et après tout, avec une adhésion dans la chambre, soit cantonale, soit préfectorale, soit régionale. Et donc, c'est la chambre qui organise ces métiers. Et la chambre a pour tutelle le ministère chargé de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Donc, les artisans sont dans notre ministère et l'apprentissage fait partie de la formation professionnelle. Parce qu'on se forme là-bas sur un métier, sur une profession. Et donc, nous avons de l'œil sérieux et nous pourrons vous dire que la majorité des spécialistes togolais, aujourd'hui dans la formation professionnelle, sont dans l'artisanat. En 2021, lorsque nous, on sortait environ 13 000 diplômés dans l'enseignement technique, les artisans ont sorti officiellement, ceux qui ont passé le CFA, au-delà de 37 000 admis au CFA
Mais est-ce au qu'ils niveau. sortent des ouvriers qualifiés ou des diplômés? Parce que Non, la question de la qualité se pose. Qui vérifie la qualité de la formation qui est pour donnée? les artisans, c'est des ouvriers automatiquement parce qu'ils essaient depuis le premier jour de leur entrée à l'atelier, c'est la production Mais avec beaucoup les maîtres sortent sans artisans. maîtriser ce qu'ils font. Nous avons des maçons qui ont du mal à élever des murs droits. Nous avons des tailleurs qui ont du mal à coudre des pantalons dans lesquels on peut marcher librement. Je ne sais pas si vous faites le constat. Oui, là je dis, vous savez, ça c'est le problème de formation des formateurs. C'est-à-dire celui qui les a formés, s'il a des tas, il est évident que les élèves aussi aient des Ils tas. répètent les mêmes tas. Donc il faut, Et ces mêmes élèves nous avons répètent des les tas. programmes de formation des patrons. Chaque année, on forme des patrons dans chaque région selon les besoins adressés par les chambres elles-mêmes. Nous n'allons pas dire que tout est rose, c'est normal. Le formateur, même si vous prenez l'école primaire, l'enseignant de Lomé n'est pas la même chose à Nochin ou à Takwame ou d'Apaon. Même dans la même ville, l'enseignant qui est dans tel classe peut mieux enseigner que l'enseignant qui est dans tel classe. Mais nous faisons un effort, mais je peux vous jurer que tous ceux qui sortent de l'artisanat n'ont pas beaucoup de problèmes pour s'installer. Parce qu'ils sont directement en contact. Même si le foin c'est mauvais, ce n'est pas aussi pire. Nous travaillons à cela, raison pour laquelle il y a une direction de la formation professionnelle et de l'apprentissage au sein du ministère. Et actuellement, nous nous engageons, nous avons un programme pour pouvoir sortir le programme de formation, le curricula de formation dans chaque métier de l'artisanat. Le grand problème avant, c'est que chacun forme selon ce qu'il connaît. Il n'y a pas un programme où les gens suivaient. Donc ça a commencé, il y a déjà au moins une dizaine de métiers qui ont leur programme de formation et nous renforçons les capacités de ces patrons-là de ce domaine. Maintenant, quant à ce qui concerne les sortants de l'enseignement technique, le plus grand problème, c'est le manque de contact avec l'entreprise. Les artisans, ils sont en permanence en contact avec l'entreprise, mais nous sommes en contact avec la technologie. On fait des schémas, on fait des démonstrations technologiques. Si vous prenez un électricien, on lui montre, il a une planche, ou bien il a un panneau de rail, de câblage, et puis il va câbler là-dessus. Mais ce n'est pas la même chose quand il va à l'entreprise. Là, il y a les armoires, ou bien si c'est un maçon, au lieu de faire des petites salles, des petits montages comme là où nous sommes, il doit construire cette salle. Là, c'est sur le chantier. On ne peut pas dire à chaque fois aux apprenants de construire de vraies maisons. Donc, ils doivent être en contact avec le terrain. Ce qui fait que quand ils sortent, ils ont beaucoup de connaissances technologiques et théoriques, mais sur le terrain, ils ne sont pas très efficaces. Et c'est à cela que nous voulons remédier et lancer l'organisation, la participation au stage systématique, le placement systématique de chaque apprenant de l'enseignement technique chaque année en stage auprès d'une entreprise qui est le marché du travail. Et au finish, nous arriverons au fait que nous aurons une formation en alternance. Normalement, pour l'enseignement technique, c'est une formation en alternance. L'élève fait 2 mois en classe, il va aller faire 2 mois au niveau de l'entreprise, ou bien il fait 3 mois en classe et 3 mois au niveau de l'entreprise. Donc c'est là où nous sommes en train d'aller, parce que la feuille de route nous a aussi donné comme indicateur, d'ici 2025, il faut qu'au moins les 80% des formés de l'enseignement technique puissent être insérés dans un emploi stable. Ah ben alors, mais, monsieur le ministre, donnez-nous maintenant une idée des offres que vous avez en matière de formation technique et professionnelle. On ne va pas tout citer, mais quelles sont les grandes lignes, les grandes offres que vous avez? Donc, nous avons des offres dans le domaine du bâtiment. Vous allez trouver la maçonnerie ou le génie civil. Et maçonnerie, on a CFA dans l'artisanat, on a CAP au niveau de nos centres et on a aussi BT au niveau de nos centres, on a aussi génie civil. Nous avons aussi électricité, les mêmes diplômes, CFA, CAP, BT,
et bac. Nous avons le bac électrotechnique, comme nous avons le bac génie civil dans choses. Nous avons également aujourd'hui, au niveau de la couture, on peut aller jusqu'au CAP et au BT. Nous avons aussi l'hôtellerie qui forme aujourd'hui cuisine et restauration. Les gens peuvent aller au CAP jusqu'au BT. Avant, on ne formait pas en hôtellerie. Nous pouvons également dire que les nouvelles donnent. Bon, nous avons le secrétariat qu'on forme. Il y a les gens qui se forment avec le BT secrétariat ou bien le bac secrétariat, c'est les G1. Nous avons la comptabilité BT également, de même que BT et bac en comptabilité, c'est le G2. Nous avons le commerce, le bac G3, ou la force de vente, bac commercial, où on forme également en BT comme chose, en bac. Et donc, tout cela, nous formons. Mais dans les nouvelles années, ces dernières années, avec l'importance de l'énergie solaire qui est en train de se développer, nous avons maintenant des filières qui se développent dans l'énergie solaire, les curricula. Nous avons également le numérique aujourd'hui, le numérique qui se développe, la communication, nous formons. Il y a aussi des centres qui forment en journalisme. Nous formons aussi des filières d'agriculture. Vous pouvez trouver le CAP agropastoral, vous pouvez trouver aussi BT. Nous avons au niveau de Balimé, L'INFA de Tové. l'INFA de Tové, des brevets de techniciens adjoints. Il y a aussi les ingénieurs adjoints dans les brevets de techniciens, les BTS. On a également les ingénieurs. Donc, nous formons jusqu'au niveau de BTS. Logiquement, les BTS, c'est l'enseignement supérieur. Oui, mais justement, le BTS, est-ce que de plus en plus, est-ce qu'il ne devient pas un enseignement plus général que technique? Normalement, non. Si c'est général, c'est que l'orientation, c'est-à-dire les entrants ne sont pas bien sélectionnés. Et ça aussi, nous sommes en train de corriger. En réalité, avant d'aller en BTS, il faut avoir le BT. Il faut avoir le brevet de technicien pour aller en BTS. Un bac n'est pas destiné à aller au BTS. Donc le bac général, Le normalement... bac devait aller à un diplôme d'ingénieur ou un diplôme de master, pas au BTS. Licence ou bien licence en tel métier, master en tel métier. Ça, c'est le bac. Les bacs sont destinés à faire les études longues. Alors que si je veux prendre BTS, normalement, vous avez, si nous voulons suivre les passerelles, celui qui a le CFA ira au CQP, certificat de qualification professionnelle. Des certificats de qualification professionnelle, il peut aller au CAP, certificat d'aptitude professionnelle. De ce CAP, il peut aller au BT, au brevet de technicien, et de BT, il va au BTS. De BTS, il va à ingénieur des travaux. C'est après ingénieur des travaux qu'il ira à l'ingénieur de conception. C'est une ligne. Malheureusement... Une ligne qui n'est pas suivie, est-ce que ce n'est pas une grande ça n'est pas confusion respecté. aujourd'hui? Et ça fait que nous n'avons pas les compétences qu'il faut. Nous sommes en train... Mais pourquoi vous regardez, mais vous laissez faire? On ne regarde pas laisser faire, c'est la compréhension que les gens avaient. Moi, je suis un technicien, et donc ce n'est pas la même chose que celui qui n'est pas technicien. Oui, mais Donc, les écoles d'enseignement supérieur pullulent maintenant, remplies toutes de bacheliers, enseignement général. Oui, oui. C'est ce que je dis. Il y a un travail qui se fait. Nous sommes en train de préparer, d'élaborer pour adoption le cadre national de certification. Et avant cela, au niveau de l'enseignement technique, nous sommes en train d'élaborer notre passerelle, le document de passerelle. De quel diplôme à quel diplôme, avec quelle durée et quel programme. Donc, nous, on vient d'arriver en 2020. Il y avait quand même quelque chose qui est fait, mais nous voulons apporter notre touche pour quand même échapper au chômage de la jeunesse, pour les rendre plus aptes, raison pour laquelle nous avons initié la semaine de l'enseignement technique pour mieux éclairer le public sur ce que nous faisons et solliciter son appui et sa contribution à la réussite de la formation. Inutile de former quelqu'un qu'on le forme comme technicien et après il n'arrive pas à exercer.
Donc, nous travaillons à ça et avec les On dirait que exigences. vous avez du pain sur la planche. Mais pour dire encore une petite question sur le BTS, le problème est-ce qu'il ne vient pas du fait aussi que les filières ne sont pas taillées en fonction des offres inférieures que vous avez? Oui, nous avons insuffisamment d'offres. Il n'y a pas suffisamment les offres qu'il faut. Par exemple, à l'université, quand un bac F arrive là-bas, ou un bac D, ils ont des difficultés à trouver leur filière. À part l'ANSI, qui ne prend que par classe quelque chose de 25 à 30 élèves, si vous êtes des électriciens et vous êtes sorti maintenant avec le bac F3, avec 100 élèves, vous voyez qu'on prendra seulement les 25 ou les 30. Le reste va aller où? Donc, il y a insuffisance d'offres au niveau de l'enseignement supérieur. Ça, c'est une réalité. Nous nous réjouissons qu'aujourd'hui, il y a des privés qui créent des filières. La dernière fois, nous avons travaillé avec HipNet Institute qui nous offre déjà 14 métiers en formation de courte Oui, mais durée. généralement, c'est écrit sur Non, papier. non, c'est pas écrit. Moi, j'ai Mais travaillé est-ce avec le que... directeur et Mais nous bon, avons vu les programmes et nous sommes en train de suivre. Ça, c'est une réalité. C'est des métiers porteurs. Les infographes, les gens qui font le développement d'applications, ça, c'est des métiers qui sont cherchés partout maintenant. maintenant, l'autre problème qui se pose, est-ce que ce n'est pas la disponibilité des centres répartis sur l'ensemble du territoire? Il me semble qu'il y a certaines zones qui sont privilégiées par Et il y rapport à a un d'autres. problème de disponibilité, mais ce n'est pas ça qui est le plus grave. Au moins ceux qui sont là, les centres qui sont là, s'ils sont bien équipés et que les filières sont là, les gens peuvent facilement être bien formés. Si nous prenons l'exemple des IFAD aujourd'hui, des Justement, instituts de de formation en formation en alternance pour le alternance et développement. développement, et votre enfant va là-bas, maintenant s'il sort, il est accompli, il est un vrai professionnel parce que Justement, ça parlez-nous un peu de fonctionne. ces IFAD. Qu'est-ce que c'est en réalité? Les IFA fonctionnent dans le régime de formation en alternance, école Qu'est-ce que ça entreprise. veut dire? École entreprise, ça veut dire que l'élève est là, il suit les cours dans la salle de classe et immédiatement à côté, il est à l'entrepreneuriat, il y a l'entreprise. L'école contient l'entreprise et en même temps l'école même. L'école, c'est la formation pédagogique et technologique. Entreprise, c'est toucher le marché du travail. Je prends le cas de IFAD et Lavaillon. Quand vous allez là-bas, vous êtes en formation, si vous êtes en pisciculture, vous connaissez, vous pratiquez depuis la levain jusqu'au marché. Ça veut dire, l'élève qui vient, il va toucher le poisson depuis les œufs, jusqu'à ça va grandir. On lui donne un bac, comme ça, une bac d'élevage qu'il suit lui-même. Et on le suit avec. Depuis les œufs jusqu'à ça va donner le poisson. Quand ça va donner le poisson, il y a plusieurs façons de conservation ou de transformation. Il aura au frais, on va l'enseigner. Il va voir ça là-bas aussi, comment on conserve ça au frais. En même temps, comment on fume, il y a aussi des équipements pour ça là-bas. Et on l'envoie aussi au marché. L'élève là va aller aussi vendre. Donc, il fait toute la chaîne. Et avant de quitter là-bas, il a son projet d'entreprise que le maître suit avec lui. Et dès qu'il sort, il ne va même pas aller chercher du travail chez quelqu'un. Quels sont les IFAD que vous avez et leur capacité d'accueil? Bon, la capacité, je ne maîtrise pas, mais je sais que Vous avez les les IFAD bâtiments à responsables des Dido IFAD, Gomé. mais nous avons l'IFAD aquaculture à El Availlon, l'IFAD élevage à Barkwasi, et l'IFAD bâtiment et grosses œuvres au À niveau Lomé, du à Dido lycée Gomé. d'Adigo Gomé ici. Bientôt, il aura un autre IFAD qui va suivre, c'est l'IFAD du solaire, l'énergie solaire qui va Qui sera suivre. basé où? Il sera à côté de celui de Lomé. Eh bien, le chef de l'État, il me semble, dans son discours de Nouvel An, a annoncé la création de beaucoup d'autres IFAD. Oui, au Mais, programme 10 IFAD. ok. Actuellement, nous avons 3. Le quatrième va suivre d'ici la rentrée prochaine, si Dieu veut bien. Et les autres, les IFAD se placent selon les localités. Donc, d'autres zones sont déjà identifiées
Et bientôt, ça va être fait. Est-ce que les informations sont disponibles sur ce qui se fait dans ces IFAD et comment il faut y entrer ou... C'est disponible, ils ont un site. Moi, je n'ai pas Oui, ça mais en site, tête. ce n'est pas tout le monde IFAD qui y va. a un site. Et quand vous rentrez sur le site de l'IFAD, Ce n'est vous pas avez tout le tout. monde qui a accès au site internet, ni les élèves, ni les parents. Est-ce que vous n'avez pas, comment on dit, un programme pour démocratiser davantage l'information? Non, non, l'information est démocratisée. Peut-être que nous ne communiquons pas assez, c'est tout. Maintenant, à l'occasion de cette semaine, l'IFAD va communiquer sur ce qu'ils font. En général, c'est sous forme d'un privé qui nous appuie, mais c'est un programme du chef de l'État. C'est une association pour l'éducation et le développement, l'AED, qui met en place les IFAD. Et donc, ces IFAD viennent combler le vide que nous avons, le manque de professionnalisme dans nos centres, et donc nous appuient dans ce sens-là. Et le chef de l'État a programmé 10 IFAD. Actuellement, on a 3. Le quatrième, c'est bientôt. Et les autres vont suivre. Parce qu'il faut d'abord localiser en raison du besoin local, du milieu, de leur capacité d'offrir ce qu'il faut, d'offrir aussi les élèves et de la capacité, de l'importance que les IFAD doivent apporter localement. On met l'IFAD, il faut que l'IFAD aussi apporte le développement du milieu. Donc, ce qu'on fait au plus dans ce milieu, l'IFAD doit être calqué sur ça. Et donc, il faut négocier d'abord, les identifier, travailler là-dessus, avoir de l'espace, et puis maintenant projeter, viabiliser, chercher les moyens, et construire et équiper. C'est ça qui fait que ça ne va pas aussi comme nous voulons. Et puis la Covid-19 aussi, il faut reconnaître qu'elle est venue nous bloquer pendant déjà plus de 2 ans. Et dans les pays en développement, comme le Togo, généralement, on remarque qu'il y a des besoins, comment on va dire, pratiques qui n'ont pas de métier et des filières qui existent qui ne débouchent sur rien. Alors, comment corriger cette inadéquation? Quelle est la mission même de votre ministère et l'enseignement technique et de la formation Ça professionnelle? fait partie de notre mission. Nous devons avoir un regard sérieux, vigilant sur les filières de formation. Depuis que nous avons pris la commande de ce ministère, nous avons déjà arrêté un diplôme. Je pense le CAP, le BEPSDC, chose. Il faut les machines à taper, tout ça. On n'en a plus aujourd'hui. Donc cette formation a été suspendue. Donc, de la même manière, la direction des pédagogies et des programmes est en train de créer, d'initier de nouveaux programmes pour les nouvelles filières. Les nouvelles filières, aujourd'hui, si vous allez, vous avez appris qu'il y a des filières maintenant, transformation des fruits en jus. Il y a ces filières, il y a également la transformation de la viande et des volailles. C'est des filières qui se créent, qui sont des nouvelles filières, telles que la filière de infographie que nous développons, la filière développeur d'applications et autres, la filière du solaire. Ça n'existait pas. Donc, il est vrai, nous reconnaissons qu'il y a des filières qui ont passé leur temps et qui doivent disparaître ou bien être aménagées. Si nous prenons aujourd'hui les opérateurs économiques, les petites entreprises ne veulent pas aujourd'hui recruter seulement un secrétaire. Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'apprendre un secrétaire et un comptable. Donc, ils préfèrent les secrétaires comptables. Donc, il y a aussi un curricula qui se développe pour qu'on forme la personne d'une manière pratique et professionnelle en secrétariat comptabilité. Là, il a les deux métiers et il peut répondre aux petites entreprises qui n'ont pas les moyens de prendre et un secrétaire et un comptable. Mais au sein de votre ministère, il doit exister une base de données qui répertorie tous les métiers disponibles, où ils se trouvent et comment on fait pour accéder à ces métiers. Oui, oui, nous avons la direction des statistiques et de la planification. Si vous allez là, vous avez tous les métiers. Même si vous les voulez, moi, si je prends votre adresse, je leur donne. D'ici lundi, on vous envoie ça en email.
tout de Oui, mais suite. moi, mais Tout il de n'est pas suite. question de moi. Il est question des 7 ou des 8 millions de Oui, Togolais. nous l'avons sur le site, seulement que tout le monde ne connaît pas. C'est pourquoi nous faisons ces actions. On va le rendre très public. Et même, il y a des programmes qui se développent qui déjà vont donner, si vous les ouvrez, vous verrez le nombre d'apprentis, le nombre de formés de chaque filière, tout, tout, tout. Dans votre bureau, si vous cliquez, vous allez voir tout ça là. Donc nous y arriverons. Il y a un programme Mais là, surtout que programme quand numérique. le politicien utilise le futur simple, Non, on ne non, sait quand ça n'est cela. pas un problème. Moi, je parle en tant que technicien. Il y a un système d'information et de gestion de l'enseignement technique que nous développons. Il y a aussi une application Insert Jeune qui accompagne tous ceux qui sont en formation, qui les suit et jusqu'à leur insertion. Donc, qui est en train d'être développé. Seulement que nous ne sommes pas encore, on n'a pas finalisé. On est maintenant en phase pilote. Pour les deux systèmes-là, nous sommes en phase pilote. Ça veut dire que vous menez beaucoup de réformes hein, depuis que vous êtes arrivé. Oui, le Alors, ministère doit subir une métamorphose très élevée. Dans beaucoup de domaines, nous sommes en train, même dans la gestion et l'administration du système, on est en train. Parce que nous devions nous adapter à la nouvelle donne, et à la technologie actuelle et à la recommandation de la feuille de route éditée par le gouvernement. est-ce que c'est les réformes que vous êtes en train d'opérer, est-ce que ça porte déjà des fruits? Oui, ça apporte des fruits, mais que le public ne voit pas, mais nous le voyons. Premier fruit, l'engagement, le dynamisme actuel des acteurs de l'enseignement technique. Nous voyons que maintenant, les acteurs, que ce soit les enseignants, que ce soit les encadreurs, les inspecteurs, tout le monde est engagé. Parce que depuis que nous sommes venus, nous avons pris sur nous non seulement de les sensibiliser, mais nous avons fait des formations. On a formé les chefs de service, les chefs d'inspection et tout cela. On a formé aussi les secrétaires. Nous avons formé certains formateurs dans certaines filières. Cette année, on va encore former. Parce que nous avons détecté là où le bas blesse. Et nous avons commencé. Comme on n'a pas les moyens de tout faire en même temps, on est en train de... Donc déjà, le système est lancé. Les humains, la ressource humaine a compris, ceux qui sont là ont compris et ont commencé par agir. De même, grâce aux formateurs, aux chefs d'établissement et autres, puisque nous avons formé ces chefs d'établissement aussi, les élèves ont commencé par être plus mobilisés. Il y a plus d'émulation, plus de motivation, ceux qui sont là avec nous, à travers les sensibilisations au niveau interne dans les écoles, à travers nos tournées et à travers c'est-à-dire les médias. Tout ce que vous faites par cette occasion est une bonne occasion pour beaucoup de Togolais qui peut-être n'ont pas encore entendu parler de l'enseignement technique tel que nous le faisons aujourd'hui. Nous allons continuer. Nous avons un projet de placement en stage qui va, en placement en stage et insertion professionnelle. Nous aurons une stratégie d'insertion des apprenants, des sortants, et qui va comporter aussi leur placement. Et cela va se faire ensemble avec le monde du travail. Donc, si Dieu nous prête vie, nous allons continuer. Et extérieurement, ça va apporter un peu plus de choses. Les parents également sont sensibilisés. La rentrée passée, nous avons eu certains établissements qui ont été débordés parce que dans certains milieux, les gens ont mieux compris. Je donne l'exemple au niveau de Kpalimé, le lycée technique, non pas de Kpalimé, d'Agou, où l'année passée, ils étaient 42 élèves, cette année, ils sont à 300 élèves. Donc, nous pensons que ça porte... Eh ben, est-ce que vous ne serez pas victime de votre succès? Si la demande explose, qu'allez-vous faire? Vous allez transformer des écoles d'enseignement général en enseignement technique? Oui, ça peut se faire. Pourquoi pas? Si l'autorité nous instruit, on peut transformer certaines écoles. Ça, je ne le dis pas que ça va se faire, mais c'est possible. Au Bénin, ça s'est passé. On a transformé les CG en école d'enseignement technique. C'est possible. Mais moi, je sais que ça ne va pas nous dépasser. Si nous allons au rythme que nous voulons, si nous arrivons à tenir le coup, à créer deux équipes d'élèves, à aller à la formation en alternance, formation complète en alternance.
Ça veut dire que là où on forme aujourd'hui 100, demain on peut former 200. Ça veut dire 100 est à l'école, 100 est en entreprise, et ainsi de suite. Donc si nous arrivons là-bas rapidement, nous ne serons pas débordés. Mais en attendant, ce que nous avons instruit et nous œuvrons à ça, programmé, c'est qu'il n'aura plus d'élèves qui fassent une classe sans aller en stage. Mais est-ce qu'il n'est pas possible de loger dans les mêmes écoles d'enseignement général l'enseignement technique? Oui, dans certaines localités, ça a été fait. Mais l'espace ne suffit pas. Souvent, si l'école n'a que 5 hectares, et vous mettez encore un établissement d'enseignement technique qui a aussi besoin de 5 à 10 hectares, l'espace ne va pas vous suffire. Sinon, à la création, on le fait. À Agnier, par exemple, à la création, le CFTP d'Agnier était logé au CG d'Agnier Ville 1. C'est maintenant qu'ils ont construit chez eux, ils sont partis. C'est faisable, on peut le créer comme ça. Maintenant, il faut penser à la ressource humaine et il faut penser également à l'équipement. Si vous avez ça, on peut toujours prendre 1, 2, 3 classes au niveau d'une école d'enseignement général. Ou le faire en double flux. Et démarrer. Et puis, non, en double flux, vous voyez que vous allez perturber leur programme. Vous allez perturber leur programme. Bon. Nous faisons les doubles flux plutôt chez nous. Lorsque c'est nécessaire, chaque établissement est autorisé à faire le double flux à l'intérieur de l'établissement. Monsieur le ministre, nous remarquons quand même que du pain, vous avez du pain sur la planche, mais les pains sur lesquels vous êtes en train de travailler, les perspectives et surtout ce que vous entreprenez pour corriger les problèmes d'adéquation emploi-formation. On a parlé de l'enseignement technique, mais est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà, parler de l'enseignement technologique, en matière de technologie, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous n'êtes pas en retard sur les événements? Nous allons reparler de toutes ces questions dans la seconde partie de l'émission. Nous aurons l'occasion aussi de répondre aux téléspectateurs qui nous écrivent au plus 228 96 46 10 31. Mais là, nous marquons une pause pour une nouvelle édition du journal. A tout de suite pour la seconde partie de New World Forum.